Bonjour à tous et bienvenue. Paris Saint-Germain. Je n'avais pas spécialement envie d'aborder le club de la capitale à nouveau, jugeant qu'on en parle bien assez et même bien trop. Bon, il y a un public, il n'y a pas de souci là-dessus. Je préfère d'autres thèmes, plus ou moins obscurs on va dire, mais voilà, j'ai quand même pas mal d'informations, je juge que c'est intéressant de les transmettre et les partager, et dans le même temps, ça me permet de clarifier ce que j'ai pu dire brièvement aux quelques questions de Winamax TV, où je n'ai pas forcément contextualisé ce que je disais, et donc ça a pu créer un quiproquo. Et voilà, ma maladresse, donc je présente des excuses pour cette maladresse, parce qu'on pourrait... quelque part, tu induis les gens en erreur, parce que quand même tu es porteur d'un message, alors même si voilà, moi je me prends pas au sérieux, mais quand même, quand tu parles de quelque chose, quand tu transmets de l'information, tu es responsable quand même de ce que tu dis, et c'est toujours important de le contextualiser, ce que je n'avais pas fait. Donc, mea culpa. Revenons, premier argument sur tout ce qui est en train de se passer. La première chose, c'est qu'il faut prendre de la distance. Alors, je sais très bien, là ça fait quelques jours, et je comprends qu'il y ait des fans qui soient toujours énervés, très déçus, et qui ont des réactions épidermiques. C'est tout à fait normal, s'ils sont passionnés par leur club, il n'y a pas de souci. Bon, moi j'ai pas de souci, parce que ça soit le PSG, Marseille, Saint-Etienne, tout ce que tu veux, je m'en fous. J'ai juste un amour tendre et sincère pour le foot écossais, et la sélection du Bhoutan, et ça c'est encore autre chose. Donc bon, moi je m'en fous. Donc ça me permet d'avoir un peu plus de distance vis-à-vis de l'événement, parce que ça ne me touche pas vis-à-vis des sentiments. Et la première chose que je vois, c'est que c'était le Real. En fait j'ai l'impression qu'on l'oublie, c'est que, ah oui, je comprends la détresse, parce que bon, ça fait des années, l'histoire se répète, ok, mais tu es éliminé contre le Real. Alors on va me dire, oui, c'est un petit Real, regarde en Liga. Ouais, d'accord. Si tu veux en Liga cette année, c'est pas bon. Double vainqueur de la Ligue des Champions, et en Ligue des Champions, ce Real-là, c'est pas le même. Exemple tout bête. Pour ceux qui suivent la NBA il y a quelques années, San Antonio en saison régulière, bon, il terminait dans les 8 premiers sans problème. Mais c'était pas la même équipe arrivée en playoff, hein. Il n'y avait plus rien à voir. Les Lakers, pareil. À la grande époque des Lakers. Et le souvenir également l'inverse. Pour ceux qui se rappellent les Phoenix Suns de Steve Nash, putain quel joueur. Steve. En playoff, ils se vautraient chaque fois. Et pourtant, saison régulière, c'était imbattable. Et ouais, parce que c'est une autre compétition, c'est pas la même chose. Ça évoque d'autres ressorts, c'est pas le même format. Donc tu ne peux pas comparer avec ce qui se passe en championnat. Autre exemple, quand Chelsea va gagner la Ligue des Champions. Quand ils vont la gagner, putain, ils font une saison horrible en championnat. Et Chelsea, ça a mis du temps à se construire au niveau européen. Comme Manchester City. Donc, ce n'est pas parce que tu investis beaucoup de sommes que c'est une garantie obligatoire pour un sacre européen. Je rappelle, il y en a un seul qui la gagne. Il y en a un seul. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, Paris doit arriver demi-finale. Ouais, ok, il pourrait. Mais ça met du temps, ça met de la patience. Ça requiert, excusez-moi, de la patience. Et là, je pense que le club est allé beaucoup trop vite, depuis le début d'ailleurs de cet actionnariat, et il y a un problème d'organisation. C'est-à-dire que le Real Madrid a une identité reconnue vis-à-vis de son club, de sa fameuse dite institution. Aujourd'hui c'est la mode, tout le monde parle des clubs comme une institution. Et on te dit toujours à propos de Paris, oui mais tu comprends, l'institution du PSG elle est pas forte, les joueurs ils font ce qu'ils veulent, etc. etc. Bon déjà ça c'est une foutaise, L'institution, comme vous le dites, il y a très peu de clubs aujourd'hui qui la font vraiment respecter. T'as la Juve, parce que la Juve a gagné récemment avec des champions, bon, en finale, etc., mais non. Le Bayern, mais cette année, les joueurs ont eu la peau d'Ancelotti, plus ou moins. Donc ton institution, avec après des joueurs, voilà. Le Barça, son institution, avec toutes les prolongations que Messi signe, et que Neymar aussi l'aura fait. Non. Mais après, je vais vous expliquer pourquoi. Le Real, oui, le Real, il y a une institution, mais bon, Ronaldo, tu vas te plier un peu quand même à ses caprices. Parce qu'aujourd'hui, les très grands joueurs, ceux qui te font la différence, ceux qui ont un talent supérieurs, sont en position de force. Parce que tu ne veux pas les perdre. Et tu as quand même des prétendants qui peuvent se les arracher. Donc il ne faut pas oublier ça. L'institution qu'on nous fait dire oui, mais il faut être ferme avec les mecs, etc. Oh, c'est pas comme ça, c'est de la diplomatie, un club et une institution. Et alors la Juve, qui est beaucoup plus stricte là-dessus, ça peut se comprendre, ils ont leur identité, ils ont leur histoire, ok. Mais il y a d'autres clubs qui ont un fonctionnement un peu différent, le Real en fait partie, Paris en fait partie. Je rappelle à tous les mecs qui donnent des leçons que Nasser, quand même, il a une formation de diplomate. Et qui vient d'ailleurs également d'une autre culture, que je ne vais pas aborder parce que je ne connais pas assez la culture moyen-orientale pour en parler, notamment au niveau politique, mais tu ne gères pas de la même manière tout ça. Et pareil quand tu fais venir Neymar. Donc, vis-à-vis de l'institution, le problème à Paris, c'est pas que soi-disant qu'elle n'est pas forte, blablabli, qu'elle prend des sanctions. Ça fait très bien, remarque, c'est très démagogique
de dire aux gens, aux supporters, par exemple ce que fait Olivier Létang à Rennes, non mais moi je veux que les joueurs ils se battent, et tu fais un discours au final qui veut rien dire, qui sert à rien. Quand tu gères des joueurs pareils, tu dois prendre plein de composantes qui nous échappent, qui m'échappent, qui vous échappent. Ça, on a tendance à l'oublier. Une institution forte, selon moi, serait déjà une institution stable. Et Paris, ce n'est pas stable. C'est déjà un problème. Que ça soit au marketing, dans tous les secteurs du club, la com, ça fait... Ah, toi t'arrives, ah, toi tu repars. Mais tu ne peux pas construire dans ces conditions-là un club. Tu as besoin d'avoir des mecs pendant quelques années en place pour faire une politique sportive léchée, intelligente, qui prend en... Enfin, pardon, excusez-moi, je baigne un peu. Qui prend en composante... Non. Qui prend... Voilà. Ouais, j'arrive plus à parler. Bon, bref. Qui tient en compte, voilà, toutes les composantes nécessaires à une équipe de foot. Et je rappelle qu'une équipe de foot, c'est des êtres humains. Hein. Des êtres humains. Donc, c'est pas des jouets, c'est pas des robots. Non, c'est des êtres humains. Donc, c'est aussi compliqué à gérer des êtres humains. Faut pas l'oublier. Surtout de diverses cultures, tatati, tatata. Alors ça, Paris, je pense, a besoin de se solidifier énormément. Et surtout de faire une continuité. Comme le Real, là où ils sont très forts, United avec l'ère Ferguson, t'as pas cette continuité à Paris, tu sais pas vraiment. Alors là, tu as Maxwell dans l'organigramme, c'est important, mais Maxwell c'est un mec discret, c'est pas lui qui parle. Là, son rôle c'est plus ou moins de s'occuper des joueurs prêtés, ok. Mais tu as besoin de construire une passerelle avec ton histoire, avec ton bastion social et local, parce que c'est aussi important. Tu es quand même le club de la ville de Paris, avec tout ce que ça peut représenter. Ce n'est pas pareil que si tu la perception à Barcelone, à Londres, etc. Faut pas oublier tout ça. Donc, tu as un club qui doit se construire, qui doit être plus fort dans l'image qu'il représente et qu'il transmet vis-à-vis de ses joueurs, de par son histoire. C'est-à-dire que tu vas par exemple aux Rangers, c'est pas du tout pareil, c'est pas le même niveau, mais chaque recrue va d'abord visiter le stade, les installations comme tout le monde, mais là, ils vont passer dans la salle des trophées, ils vont te montrer que le club a une véritable histoire. Et tout ça s'inscrit ensuite, notamment dans la culture d'un club. Je pense que Paris, aujourd'hui, ne développe pas assez sa culture. Et c'est très important ce que tu rejaillis aux joueurs, parce que prends l'exemple dans une société, parce que ne l'oubliez pas, c'est peut-être une équipe de foot, tout ce que vous voulez, ça reste une société. Faut prendre d'un point de vue vraiment société. Voilà, bon, vous m'avez compris, j'en bégaye, je confonds les mots maintenant, de mieux en mieux, Romain. Bref, tu te donnes plus dans une société où tu sens que tu as du respect de l'humanité. On est d'accord, et que tu sais pourquoi tu fais ça. Si c'est une société où tu es là juste pour toucher ton fric, est-ce que tu as le même investissement et la même exigence vis-à-vis de toi? Non, je ne pense pas. Ça, c'est une donnée qui a un peu été oubliée par le Paris Saint-Germain, et ça, je pense qu'il faut travailler dessus. Maintenant, le deuxième point, c'est donc l'adversaire. Et là, je vais peut-être paraître un peu sévère, mais Unai Emery, ou les joueurs, est-ce qu'ils ont leur place au Real Madrid? Parce que aujourd'hui, vous dites, le Real prendrait ces mecs-là. Alors, bon, Unai, c'est un très bon entraîneur, comme peut-être un Mauricio Pochettino, un Sarri, etc., il n'y a pas de problème. Mais dans les top, les 4 premiers, il ne fait pas partie des 3 premiers candidats. Donc, non. Le gardien, bon, pas forcément. Les latéraux, Carvajal ou Marcelo ou Alves, Kurzawa ou Berchiche. Bon, les deux donc déjà les latéraux, Madrid. En défense centrale, bon, pourquoi pas à la rigueur. Pareil, je pense à une défense centrale très honnête, mais enfin, les mecs du Madrid n'ont absolument rien à envier, bien au contraire, sachant qu'en plus ils ont un capitaine très charismatique. Ce n'est pas forcément le cas de Silva, j'aurai le temps d'y revenir en fin de vidéo. Milieu de terrain, Mota, non. Rabiot, je suis désolé, non. Je suis désolé. Rabiot peut être très fort, il n'y a pas de problème, mais sans ballon, il a un gros souci. Il joue quasiment qu'avec la balle. Ce qui est dramatique, parce qu'à chaque fois qu'il va faire un appel sans ballon, souvent il est bon et ça va créer du but ou quelque chose. Deux des grosses occasions à l'aller, par exemple le Bernabeu, viennent d'un mouvement de Rabiot. Ou même souvent quand il va couper pour ensuite centrer, mais il en a pas assez. Voilà. Alors après, il y a peut-être d'autres raisons chez Rabiot, on aura le temps d'y revenir également en fin de vidéo. Alors Verratti, on tombe dessus. Ouais, Verratti, c'est un des seuls qui peut aller au Real, hein, parce que c'est un crack. Qu'on me dise, ouais, il prend un rouge, il laisse tomber. Non. Je pense que c'est la frustration qui parle, c'est parce que le mec est réellement engagé et un niveau d'exigence quand il est sur le terrain, il se donne à 3000%. Et alors peut-être c'est mon avis, mais pour moi c'était le seul qui était vraiment au niveau de cet événement-là au retour. Les ailiers, Mbappé depuis janvier c'est plus Mbappé parce que voilà, pour plein de raisons, ça peut arriver, c'est un mec très très jeune. Mais ce Mbappé-là, il n'a pas sa place au Real. Di Maria, si le Real n'a pas fait l'effort de le garder à l'époque, c'est que déjà il y avait une raison. Et je veux dire, on en fait des caisses sur Di Maria, il n'y a aucun top club européen qui a fait une offre récemment au Paris Saint-Germain. On dit qu'il a été shortlisté par Barcelone. Oui, il y a eu des contacts. Est-ce qu'il est allé? Non. Et Di Maria est très gentil, hein. C'est un très bon joueur, mais ça ne veut pas être un général d'infanterie. Hein. Il sera toujours le lieutenant de quelqu'un. Cavani, le Cavani depuis janvier, il est horrible aussi.
Donc, non. T'as Neymar qui pourrait y aller, ouais. Mais donc ça veut dire que, à part Verratti, Neymar, Mbappé quand il a son niveau, c'est-à-dire pas depuis janvier, ouais, et le reste. Peut-être en défense centrale, tu mets les mecs. Mais maintenant, on va faire la réciproque. Modric, tu le prends à PSG? Il est titulaire. Kroos est titulaire. Marcelo est titulaire. Carvajal est titulaire. Bon. Cristiano, il met 3 buts. Hein. Sur la commentation, il met plus de buts que toute l'équipe de Paris en 180 minutes. Pas oublier ça. Et là, j'en arrive à mon autre point. Tu investis beaucoup sur Neymar. Pas de problème. Neymar a un talent intrinsèque incroyable. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, comme pour chaque équipe, dans chaque sport, tu essayes de mettre dans les meilleures conditions ton joueur qui a un talent supérieur au reste, qui justement, dans ces grands rendez-vous, doit être là et doit te permettre d'aller glaner des trophées. Je pense que là, on est d'accord. Ça crée des déséquilibres. Oui. Parce que c'est un joueur de foot, donc c'est un être humain, il n'est pas parfait. Rappelez-vous le basket Allen Iverson. Allen Iverson, incroyable, mais tu as une dépendance, oui, à lui. À Philadelphie, il en avait une, comme Steve Nash a fait à Phoenix. Je fais des comparaisons avec le basket, parce que bon, je connais pas trop mal, je pense, mais on peut le faire aussi en foot avec d'autres. T'as quand même Barça avec Messi, ça. Et c'est normal, c'est un mec, il est au-dessus de tout le monde. Donc, Neymar, c'est ton meilleur joueur individuellement, Paris Saint-Germain. Ok? Quand il est pas là, bah ouais, forcément, tu le ressens. On va me dire que des fois, il enraye des actions collectives. Oui, ça peut créer des déséquilibres parce que tu dois faire une équipe jouer un peu pour lui. Sinon, déjà, aussi, il serait pas venu. Hein. Faut pas l'oublier. Donc, c'est un peu le revers de la médaille, mais tu dois le compenser par un travail collectif. Il faut pas être choqué de ça. C'est normal. C'est tout à fait normal. Or là, il est pas là. C'est quand même le mec que tu attends dans ce rendez-vous-là. Et Ronaldo, en face, il met 3 buts sur l'ensemble de l'aller et du retour. C'est vrai qu'à l'aller, bon, Neymar n'a peut-être pas fait la différence comme voulu, même s'il a une passe décisive. Oui, maintenant, je me rappelle l'année dernière avec le Barça, il est pas bon, Parc, Neymar. Et au retour, voilà ce qu'il a fait. C'est la marque des très grands. Là, il n'était pas là. Bon, ça peut arriver. Donc, il faut remettre en perspective tout ça. Tu es éliminé donc face à une équipe qui t'est intrinsèquement supérieure, qui a également une culture de la gagne, notamment cette compétition-là, et qui a une organisation beaucoup plus pyramidale et claire. Et en même temps, ton meilleur joueur n'est pas là. Ça, c'est une chose. Maintenant, les responsabilités, ce que j'entends, c'est un échec, etc. Oui, c'est une élimination, on va dire que c'est un échec. Mais il faut prendre de la distance, et justement, essayer pour les gens de Paris, essayer de construire intelligemment ton club. Parce que là, et c'est le gros souci du PSG, c'est que dès qu'il y a un soubresaut, tu fais quoi? Tu vas virer tout le monde. Ou les mecs font de l'ingérence. Et ça, c'est la spécialité du club. Et si tu en es là, c'est peut-être aussi pour ça. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait 2 courants plus ou moins au club, voire un 3e même avec certains joueurs, pour décider de nouvel entraîneur. Que tu sollicites tes meilleurs joueurs, je vois pas de problème, ça se fait dans toutes les équipes. Ok. Mais tu peux pas avoir 3 courants de pensée différents et 3 mouvements qui essaient de contrôler le club. Ça veut vraiment dire que ton organisation, elle n'est pas bonne. Et ça veut dire que tu as un souci tout en haut. Et là, je vais en revenir et je vais expliquer pourquoi, selon moi actuellement, Paris doit progresser dans son organisation. Alors comme je vous l'ai dit, Unai Emery, donc je le répète, au risque de me répéter, belle répétition d'ailleurs, bon bref, respecté par énormément de grands joueurs, je rappelle, je ne vais pas rappeler ce que m'a dit les Villa, les Silva, les Alba, les Mata, Rakitic, et d'autres, et même des entraîneurs aussi. Alors, dire qu'il n'a pas de responsabilité, c'est faux. Une défaite, elle est collective. Il faut arrêter d'individualiser ce sport. Il est beaucoup trop individualisé. C'est les joueurs, c'est le staff technique, c'est tout un club qui perd. Ce n'est pas une personne. Pas l'oublier. Là, on peut lui reprocher qu'à la blessure de Mota cet automne, qui est quand même le tournant pour moi de la saison, parce que putain, ça tourne. Putain, ça tourne. Il y a quand même cette idée de mieux qui joue à une touche, ça permute, etc. Même après, pendant un moment où t'as Rabiot, Verratti, Draxler, c'est pas trop mal dans l'idée. Tu te dis il y a quelque chose. Et ensuite, c'est un peu stoppé. On dit pourquoi Rabiot a plus joué 6, etc. Mais c'est très simple. C'est que quand vous avez... Bon, la maman d'Adrien Rabiot ne veut pas que son fils joue 6 et lui non plus. Ils ont demandé un transfert. Alors là, peut-être que machin, je suis sûr de moi, ça a été vu directement avec la direction. Ah non, maintenant il joue plus 6, autrement il y a un transfert. Mais si ça vient de ton président qui te dit ça, qui te dit ah non, faut plus qu'il joue 6, sinon il va partir. Et que, entre guillemets, tu vas non. Et le mec fait un rejet complet de ce poste-là. Bon, bah tu fais quoi? Alors ouais, moi je suis d'accord. Soit tu dis, mais vous m'emmerdez tous, je me cache, je démissionne. Moi je pense qu'il aurait peut-être dû faire ça. Très clairement. Parce que ça, c'est pas normal. Parce que ça, c'est une intrusion directe de la direction et surtout un caprice de joueur. Là, tu lui dis, mais attends, j'ai du respect pour Adrien Rabiot, là n'est pas la question. Mais putain, mais c'est. Je veux dire, comment tu peux en arriver là?
Après, te dire oui, c'est mon club de cœur, machin et tout. Là, t'as quand même un double discours qui, moi, me dérange. Que Rabiot soit attaché au Paris Saint-Germain, oui. Maintenant, il veut pas jouer 6. Bon, pour diverses raisons, ok. Mais tu peux pas mettre la pression comme ça sur un... Enfin, je trouve ça un peu fort le café. Et si ton président dit oui et promet des choses aux joueurs, comment tu fais après quand tu es entraîneur? Et on va reprendre l'exemple dans votre société. Vous êtes employé, il y a votre manager qui vous dit fais ci, fais ça, ok. Et en fait, tu vois que t'as ton collègue à côté, il dit ah, il me fait chier le manager, etc. J'appelle directement le président de la société. Le président me dit raison, me donne raison, maintenant je fais autre chose. Le manager, son autorité, elle est où? Ben voilà. Et là, c'est un grand souci que tu as. C'est un court-circuit. C'est un court-circuit. Et ça, c'est très compliqué. Quand je disais à Winamax que Thiago Silva appelle Nasser, etc., j'avais dit l'anecdote d'Nkunku. Je fais les mêmes entraînements qu'Nkunku. Je fais les mêmes versets qu'Nkunku. Mais il l'a balancé plusieurs fois. Notamment dès le stage en Autriche, quand Unai Emery prend possession de l'équipe. À l'époque, Thiago Silva, donc il travaillait avec Marcelo, qui était son ancien kiné un peu préparateur. C'était Marcelo qui décidait quand Thiago Silva s'entraîne ou pas. Et alors là, il peut faire tel exercice. Là, il peut pas le faire. Est-ce que ça veut dire que Thiago Silva ne bosse pas? Non, Thiago Silva c'est le premier qui arrive et c'est quasiment le dernier qui part du centre d'entraînement. Parce que c'est monsieur massage. Il est d'un sérieux en salle de gym, en salle de soins, incomparable. Il n'y a que Cavani qui s'en rapproche plus ou moins. Mais Silva c'est un pro de fou. Néanmoins, oui, il y a des entraînements qu'il ne fait pas. Il y a des exercices parce que Marcelo, maintenant il n'est plus travaillé avec lui, jugeait que non. Et il s'en était plaint. Il s'est plaint de plein de choses Thiago Silva vis-à-vis de Nasser. Mais vous vous rendez pas compte. Mais pour des choses, mais même... qui n'ont rien à voir directement avec le sportif. Mais c'était pas le seul. C'était pas le seul. Donc, c'est pas pour descendre Thiago Silva ce que je dis. Je dis juste que c'est normal que des joueurs parlent des fois avec leur président. Mais si leur président leur promet des trucs, c'est super compliqué parce que c'est quand même le mec qui te paye. Donc, c'est quand même la main qui te nourrit. Donc, s'il te dit quelque chose, forcément, bah, tu dois l'avoir. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est là où je te dis, il y a un manque de cohérence vis-à-vis du staff technique, de la direction sportive et de la direction, et même, je vais les appeler les sous-chefs, certains employés du club qui jugent qu'ils peuvent commander. T'as même des kinés comme ça, dans ce cas-là. D'ailleurs, t'en as... Je sais pas s'ils mangent toujours à la maison de... C'était les jeudis, je crois qu'ils mangeaient à la maison de la radio. Un kiné, notamment. Bon, bref, il y a plein de trucs comme ça au club, tu te dis d'accord. T'en as un qui a géré quand même un employé, un mec qui était contracté par le club, qui avait géré le déménagement d'Arnaud Herman de l'équipe. Tu te dis, bon, d'accord, aussi, tout va très bien. Et parce qu'à ce moment à Paris c'est la chasse à la taupe, vous savez, etc. Bon, cette personne-là n'est plus au club. Mais ça veut pas dire d'ailleurs qu'il parlait spécialement Arnaud Herman, mais je trouve que l'anecdote était assez marrante. Bon bref, pour parler plus sérieusement et pour terminer, responsabilité de tous, mais c'est pas la fin du monde. La fin du monde, c'est justement ce qui est un peu en train de se passer au club avec tous les mecs qui essayent de commander. Et là c'est dangereux. Là c'est très dangereux. Tu peux pas laisser ça aux joueurs, tu peux pas laisser ça à la direction sportive, tu dois avoir une symbiose. Paris n'a pas cette symbiose-là. Il y a quand même un truc aussi à noter, c'est que le vestiaire mérite peut-être d'exploser. Et je pense que c'est un des torts du staff. Après, c'est compliqué aussi parce que si tu sais que les joueurs ils appellent ton président, tu fais comment? Donc, encore une fois, les joueurs c'est pas des mecs mauvais, c'est eux que ça le fait le plus chier. Le staff technique aussi, c'est pas des mauvais. C'est juste que Paris a besoin de temps. Je sais, les supporters ils vont attendre ça toutes les années, mais c'est parce qu'il faut apprendre des leçons. Est-ce que Paris a suffisamment appris des leçons du passé? Je suis pas persuadé parce que c'est toujours la même l'idée directive, c'est de dire ah faut qu'on achète plus. C'est pas en achetant des joueurs que tu deviens un très grand club. C'est en le construisant et surtout en le pensant, en le réfléchissant et non en agissant comme un supporter. Il faut que la direction se comporte comme une direction et non pas comme un fan qui, je peux le comprendre, réagisse de manière épidermique. Donc voilà quelques pistes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir d'en discuter.